Bonjour Adèle. Souvent les livres de philosophie se présentent avec tapage pour vendre un nouveau concept comme une marque de fabrique. Mais la philosophie peut procéder plus discrètement et plus intensément en proposant une déambulation, un mode de navigation. Jean-François Billeterre choisit cette voie dans Un paradigme, paru aux éditions Alia. Jean-François Billeterre, bonjour. Bonjour. Vous êtes sinologue, professeur émérite à l'Université de Genève. Nous sommes en duplex. Et je disais un peu en présentation de ce livre que le texte ici est énigmatique. Quel titre? Un paradigme. Alors, en quel sens? On connaît un petit peu les thèses épistémologiques d'un Kuhn, par exemple. Mais là, on sent que c'est une autre figure. C'est une autre figure. Je propose une idée qui me semble susceptible d'éclairer de nombreux domaines, de nombreux moments de notre expérience. Et j'appelle ça un paradigme. Je ne sais pas si c'est le meilleur terme. C'est celui que j'ai préféré. Dans le livre, au début, vous évoquez la situation même de la pensée. Vous êtes au café, dans le retrait, et on sent que vous cherchez à favoriser une sorte de suspension. C'est mon expérience, c'est que c'est un jeu auquel j'aime me livrer, c'est de faire le vide et d'attendre que quelque chose se passe. Et très souvent, ce sont des idées qui émergent. Et ce qui m'intéresse, c'est de les voir émerger et de comprendre comment les idées émergent. Et que ce n'était que les idées émergent, que je n'en suis pas maître, que je les recueille. Mais dans notre tradition, je dirais, occidentale, on a plutôt l'impression qu'il faut aller les chercher, les idées. Il faut les construire, les travailler. On a un petit peu le sentiment d'un bâtisseur ou d'un architecte qui élabore des systèmes. Là, oui, mais le moment premier, il me semble que le moment premier, c'est l'émergence dont on n'est pas maître. Ensuite, une fois qu'on a des idées, qu'on les a formulées et que l'on veut construire un discours, à ce moment-là, parlons de construction, d'accord. Mais le moment premier n'est pas de la construction. Donc c'est plutôt une sorte de laisser faire, de laisser arriver, laisser être. Exactement. Et cette idée du laisser faire, ensuite, j'essaye de la comprendre à partir de toutes sortes d'observations et pour rendre intelligibles ces observations, je propose cette idée qu'elles naissent de processus d'intégration, c'est-à-dire de choses qui sont disparates, qui à un moment donné s'assemblent. Donc au départ, on peut dire que c'est une sorte d'activité non consciente, on ne cherche pas à atteindre des idées, elles viennent. Oui. Vous évoquez d'ailleurs la notion de corps, mais que vous prenez au sens d'un complexe d'énergie qui soutiennent l'action. C'est toute l'activité dont nous sommes faits et j'essaye, pour rendre compte de mon expérience, notamment celle que j'ai au café quand je laisse venir des idées, je me rends compte qu'à partir de là, si on veut rendre cela intelligible, ne pas considérer ça comme quelque chose de marginal ou d'anecdotique, mais comme quelque chose de fondamental, on peut proposer une notion du corps qui est tout à fait différente que celle qui est habituelle et que je présente dans ce petit ouvrage parce que je la trouve utile. Alors le corps J'ajoute une petite chose. Je pense que ces observations et puis la réflexion sur ces observations m'ont intéressé, mais je pense qu'elles peuvent présenter une certaine utilité pour d'autres. Le corps est une activité plus qu'une action. Ah oui, il est une activité. Une activité dont nous ne sommes pas conscients dans l'ensemble. Oui. Il se passe dans notre corps d'innombrables choses dont nous ne sommes pas maîtres, dont nous ne sommes pas conscients. Et puis une partie de cette activité qui devient consciente d'elle-même, qui se perçoit elle-même, et c'est ce que nous appelons la conscience. Mais la conscience fait partie de l'activité générale. Alors, c'est une façon de redéfinir le rapport entre le corps et l'esprit. Ce corps agit, mais en même temps, vous préférez le terme à celui d'acte, de geste. Le geste, vous dites, fournit le paradigme que vous essayez de poser dans ce livre. Oui, enfin, le geste est un cas particulier et qui me sert d'exemple au début, parce qu'on peut montrer qu'un geste naît d'un travail d'intégration. Plusieurs mouvements qui sont discordants, qui ne s'accordent pas, doivent être mis en accord pour produire une synthèse ou une synergie, et de là naît le geste. Je donne l'exemple d'un enfant qui pour la première fois verse de l'eau dans un verre, il a de la peine, il doit faire un effort pour coordonner tous ses mouvements, et à un moment donné, naît le geste. Et ce qui est intéressant, c'est que le geste, une fois acquis, il est acquis pour toujours. Vous proposez donc ce paradigme de l'intégration. Vous avez prononcé le mot déjà. Alors qu'est-ce que vous entendez par intégration et quels sont les modes de l'intégration ?
L'intégration, de façon générale, c'est le processus par lequel des forces qui ne sont pas accordées les unes aux autres s'accordent pour produire un résultat, par exemple le geste. Mais je donne de nombreux autres exemples. Je pense par exemple que lorsqu'on m'explique quelque chose et que je ne comprends pas, c'est parce que je ne vois pas de rapport entre les éléments dont on me parle. Et à un moment donné, la compréhension naît, elle se fait, parce que de ces choses éparses naît un tout. D'ailleurs, le mot compréhension signifie, du point de vue de l'étymologie latine, prendre ensemble. Et donc, cette idée d'intégration me paraît une clé pour comprendre énormément de phénomènes dans différents ordres. Cette manière de décrire l'activité de la pensée est aussi une sorte d'autobiographie, on pourrait dire, intellectuelle. Enfin, en tout cas, lorsque vous écrivez, je vous cite, « J'ai passé la première partie de ma vie à essayer les idées des autres. Je me disais que je finirais par trouver celle qui me conviendrait. Puis un jour, là de chercher, j'ai décidé de m'en tenir à ce que je pouvais observer par moi-même et de m'intéresser aux seuls problèmes que me posait ma propre expérience, même si elle me paraissait réduite. » On a l'impression que là, c'est une sorte vraiment de programme ou de proposition philosophique sur la bonne manière de penser et de recommencer ou de commencer tout simplement. Oui, tout à fait. Et ce que j'ai découvert à un certain moment, c'est que la naissance de ce petit ouvrage dont nous parlons est elle-même un processus d'intégration. Et donc, si vous voulez, en rendant compte dans la façon dont ce petit ouvrage est né, je donne une validité supplémentaire à l'idée proposée, c'est-à-dire à celle de l'intégration. Est-ce que la Chine a été pour vous le vecteur de cette émancipation des systèmes ou de ce recommencement ? Je dirais deux choses. D'abord, quand on s'occupe longuement, de façon approfondie de l'histoire de la pensée chinoise, évidemment, on se dégage de certaines de nos conceptions, on se libère l'esprit. C'est un exercice, je dirais, d'assouplissement. Ça, c'est une chose. Une autre est l'étude que j'ai faite de la calligraphie chinoise. Je lui ai consacré un ouvrage, essai sur l'art chinois, l'écriture et ses fondements, qui a été réédité par Alia. Et là, j'ai pu observer le processus par lequel on maîtrise le maniement du pinceau et par lequel ce maniement, qui est extrêmement artificiel au début, devient naturel et finalement devient spontané. Et au fond, c'est à ce moment-là que je me suis intéressé à la naissance du geste et où j'ai compris que, en comprenant comment on acquiert un geste, on comprend beaucoup d'autres choses. On apprend, au fond, fondamentalement, ce que c'est que l'apprentissage, dans quelque domaine que ce soit. Merci Jean-François Billetter. Assurément, il y a des petits livres qui peuvent faire de grands fleuves. Et cette réflexion sur l'intégration, je n'en doute pas, suscitera beaucoup de réflexions sur la manière tout simplement de penser. C'est publié aux éditions Alia. Et vous pouvez retrouver le journal de la philosophie et le podcaster sur le site de franceculture.fr. Merci François.